Ce soir, on va découvrir tous les artistes qui ont façonné sa vie et la place qu'elle imagine pour l'art dans la vie de la cité, dans notre vie à tous. Roselyne Bachelot est dans la Grande Galerie francophone. Bonsoir, bonjour Roselyne. Voilà. Merci d'être avec nous tout au long de cette émission consacrée à l'art. Une émission entièrement consacrée à l'art. Enfin. Et nous sommes heureux d'être avec vous ce soir justement pour parler d'art. La première question rituelle, qu'est-ce que l'art occupe comme place dans votre vie, Roselyne Bachelot ? Une place totale. Totale. Je suis quelqu'un qui sort tous les soirs pour un théâtre, un opéra, un concert, une expo, et qui est absolument irrigué par l'art et la culture. Je regrette de ne l'être pas plus par l'art. Je ne suis pas une créatrice, je suis plutôt une cultureuse, c'est-à-dire quelqu'un qui consomme de l'art. Une cultureuse. Oui. Et vous avez aussi agi, vous avez été une actrice majeure dans le monde de l'art et de la culture, on va en parler. Mais d'abord, est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois, qu'une œuvre d'art vous a ému ? C'est la musique. C'est la musique ? C'est la musique, absolument. C'est d'avoir, quelle œuvre, quel compositeur, d'avoir et quel écouté âge du Mozart, le choc esthétique absolu. Et Mozart, à 3 ans et demi, au piano familial, je joue J'ai du bon tabac, les variations composées par Mozart. Je ne savais pas que je deviendrais ministre de la Santé. On est toujours rattrapé par ses fautes. C'est vrai. Charlie, ça t'inspire, Mozart ? Oui, mais alors on va faire un mélange Mozart et opéra, parce que pour moi, Roselyne, c'est aussi l'opéra. Et voilà. Merci, Charlie. On a vu votre immense sourire. On a envie de vous demander finalement, quelle place est-ce que l'art doit occuper dans nos vies ? Parce que vous avez parlé de votre vie, mais quand on a été ministre de la Culture, on se dit que l'art doit avoir une place dans la vie de tout le monde, de tous les jours. Mais quelle place ? L'art, c'est une invitation à se dépasser. Et puis, l'art, c'est du bonheur, c'est du plaisir, c'est de la jouissance, qui ne peut jamais vous être refusée. Jouissance ? Mais il faut. Mais quasiment physiquement ? Oui, bien sûr. La musique, quand on l'écoute sur un CD, c'est bien, c'est une entrée en matière. Mais quand on l'écoute dans une salle, il y a une vibration. Vous savez, moi j'organise des concerts pour des personnes atteintes d'Alzheimer. Oui. J'ai une association qui fait cela. Eh bien, quand un vrai chanteur, vient donner un air, et en particulier un air d'opéra, il y a la lumière qui se rallume dans les yeux des personnes pour qui j'ai organisé ces concerts. Et ça, c'est quelque chose absolument extraordinaire. Amanda Lear, la semaine dernière, à votre place, nous disait que ça pouvait même procurer quelque chose comme un orgasme, l'art. Vous iriez jusque-là ? Avec tout le respect que je dois à votre... Je suis passé à côté. Hein. Mais en tout cas, de la jouissance. Il n'est pas trop tard, Zut alors, vraiment. Vous vous êtes fixé une règle, Roselyne Bachelot. Quand vous allez dans un musée, vous ne regardez que 5 œuvres. Vous limitez votre visite à 5 œuvres d'art. Pourquoi cette règle ? Parce que je suis absolument effaré devant ces personnes qui déambulent dans un musée, dans une exposition, comme s'ils étaient sur un quai de métro, alors qu'une œuvre... On ne retient rien quand on retient rien. En voit trop ? Il faut à un moment s'installer, s'asseoir, regarder l'œuvre, la voir évoluer selon les angles où on la regarde. Moi, je peux rester 1 heure devant un Roscoe ou devant un Caravage. Une heure ? Ah oui, absolument. Tu la comprends, cette règle, Fabrice ? Je la comprends, mais malheureusement, je la vis pas parce que moi, je suis critique d'art, donc je dois aller voir une exposition. Donc je les vois. Il faut que je regarde toutes les œuvres et je me fasse un petit peu mon jugement en ayant regardé toutes les œuvres. Donc en fait, je le fais vite et après,
je sélectionne effectivement 3-4 œuvres Oui. que je trouve extraordinaires. Et là, je me mets devant et je médite. Quand vous parliez 1 heure devant un Rothko, je pense qu'il faut quasiment méditer quand on est face à une œuvre. Lauriane ? C'est drôle parce que vous parlez de 5 œuvres. Il y a certaines personnes qui disent qu'on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'être sinon trop changé par les œuvres que vous auriez vues dans une exposition, que ça vous chamboulerait trop? Mais l'acte de culture, l'acte de consommation d'un art prend du temps. C'est pas que j'ai peur, je ne crois pas avoir peur d'être changé par toutes ces œuvres, mais je veux les regarder. Comment vous faites dans une foire d'art contemporain, par exemple? C'est la semaine de Art Basel à Paris. C'est là, la profusion est telle. Comment on prend du plaisir dans une foire, pour vous? Il faut que je fasse un aveu. Oui. Je vois en général dans des conditions très favorables les choses. Et... Ça, c'est quand on a été ministre de la Culture. C'est vrai que non, mais une confidence rare, très très rare sont les personnes au monde à pouvoir regarder la Joconde seule. Et vous en faites partie, Roselyne Bachelot. On va beaucoup mieux quand on avoue les choses, quand on avoue ses fautes. Alors c'est vrai que vous êtes une passionnée, et notamment une passionnée d'art lyrique, et vous avez passé beaucoup de temps à transmettre d'ailleurs cette passion, notamment sur France Musique. On s'en souvient, Nathalie? Oui, en effet, une passionnée d'art lyrique et d'opéra, et probablement que le mot est faible. Vous êtes tellement passionnée que vous avez consacré votre temps, votre cœur à l'écriture d'une œuvre autour de ce grand amour que vous avez pour le compositeur italien Giuseppe Verdi. Donc, je ne sais pas si mon accent est approprié. Il est parfait. Ça, c'est pas mal. J'aimerais vous faire écouter un son. C'est du Verdi, ça? C'est du Verdi et c'est extrait de l'opéra Einstein on the Beach du compositeur américain Philip Glass. Voilà, souvent considéré comme un monstre sacré de la musique contemporaine. Or, et je trouve ça très cocasse, vous avez admis, vous êtes ennuyé à l'écriture, à l'écoute de ce morceau. Donc, j'ai une question pour vous, ça reste entre nous. Est-ce qu'il faut parfois se forcer pour apprécier la culture? Il faut parfois se dire qu'il y a une démarche progressive. Et moi, je remercie les gens qui m'ont initié à la culture d'avoir compris cela. Si vous décidez d'emmener pour la première fois un amateur, quelqu'un qui souhaite découvrir l'opéra, je ne sais pas moi, La Femme sans ombre, le gars il a envie de vous tuer quand il sort de la salle évidemment. Mais il faut donc avoir cette démarche progressive. Moi j'ai commencé par une décennie verdienne, puis une décennie mozartienne, puis une décennie wagnérienne, et toutes ces choses absolument délicieuses ne se sont pas remplacées les unes les autres, elles se sont superposées. Et elles ont rythmé votre vie, Lauriane. Mais alors, Verdi, Mozart, Wagner, est-ce qu'il y a aussi des artistes contemporains qui vous inspirent? La génération d'aujourd'hui, Zao de Sagazan, Juliette Armanet? Alors moi, je suis une fan absolue de Zao de Sagazan. D'ailleurs, j'ai consacré à Zao de Sagazan ma dernière chronique, vendredi dernier, sur France Musique, qui est une artiste absolument merveilleuse. C'est un ami qui m'a offert son album, La Symphonie des éclairs, qui va d'ailleurs sortir en version symphonique, La Symphonie des éclairs Orchestral Odyssey, pour prononcer le titre exact, avec l'orchestre de l'Opéra National de Lyon. Et vraiment, la Symphonie des éclairs ou Aspiration. La Symphonie des éclairs, justement, Roselyne Bachelot. Tu nous mets quelques notes en tête, Charlie? Ça ressemble un peu à du Mozart, le début. Hein. Oh, mais c'est... Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Merci Charlie. C'est magnifique, évidemment, et ça fait partie du renouvellement de cette jeune scène musicale française. J'ai écouté avec réticence, je me suis dit c'est encore un truc qui a été inventé par l'industrie du streaming, et je tombe en amour avec cette fille qui mélange piano-voix, électro-pop. Immense artiste.
Ah, mais c'est une artiste absolument gigantesque et c'est une belle personne. Et ça forme un paysage qui est extrêmement touchant. En plus, elle est de Saint-Nazaire et dans cette ville qui est à la fois portuaire, industrielle, profondément ouvrière, elle dit une chose dans une atmosphère pluvieuse et venteuse qui rend tellement l'identité de cette région, je suis extrêmement touché par Zao de Sagazan. Il y a un mot que vous employez, c'est celui de transcendance. En général, on l'emploie quand on est prof de philo, quand on prépare le bac, ou alors quand on pense à la religion. Qu'est-ce qu'il veut dire pour vous, ce mot de transcendance, quand on l'applique à l'art ? La transcendance, c'est d'abord, quand on l'applique à l'art, la réalisation d'un projet personnel, disruptif, profondément identitaire de votre propre raison d'être. C'est existentiel, c'est quelque chose qui vous transporte, vous êtes vous et en même temps vous êtes meilleur que vous. Et dans la culture, c'est-à-dire dans cet acte... C'est magnifique comme définition, vous êtes vous et vous êtes meilleur que vous. Oui. Merci. Non, vraiment. Je le pense sincèrement. Quand vous êtes un consommateur d'art, que vous êtes donc un cultureux ou une cultureuse comme moi, l'art aussi vous permet quelque part de devenir meilleur. Meilleur non seulement parce que vous avez le sentiment que vous êtes mieux que vous-même, mais aussi parce que vous pouvez communiquer avec d'autres. Vous êtes dans une salle, vous avez toutes sortes de nationalités et il y a un gars de LFI qui peut avoir la même sensation et la même émotion qu'un type du Rassemblement national. Quoi d'autre que la musique ne peut donner cela ? Margot, on parlait de transcendance et justement, tu en parlais toi là, il y a quelques jours en évoquant Soulage, mais ça s'applique aussi à d'autres formes d'art beaucoup plus anciennes. Oui, je crois. Mais Roselyne, vous avez un lien assez particulier avec les grottes de Lascaux. Vous avez inauguré. Je les ai visitées, les vraies. Vous les avez visitées, oui, bien sûr. On ne peut plus d'ailleurs aujourd'hui voir les vraies. C'est une reproduction. Et Soulage, lui, était fou de cet art pariétal. Hein. C'est vraiment l'art des parois. Il aimait l'obscurité et il disait qu'il se sentait presque plus proche des lions de la grotte de Chauvet que de la Joconde. Il considérait les peintres préhistoriques comme des frères. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, Roselyne ? Alors d'abord, le choc esthétique absolu quand on visite les grottes de Lascaux. J'ai eu la chance, il y a déjà pas mal d'années, de les visiter, les vrais, même si la reproduction est extrêmement... extraordinaire. Est vraiment extraordinaire. Le musée qui l'accompagne et la muséographie est éblouissante. Mais on a l'impression presque de participer à un culte chamanique quand on visite les grottes de Lascaux. Mais c'était le cas, puisque en fait, on a souvent considéré les grottes de Lascaux en pensant que les gens y habitaient. Pas du tout. C'était des lieux de célébration, un temple, de rituel, au point qu'on a découvert il y a 10 ans, on vit une époque absolument formidable, puisque avec la science et l'intelligence artificielle, on continue à découvrir notre passé. On a découvert que les plus belles fresques de Lascaux, elles étaient exactement aux endroits où l'acoustique était la plus parfaite. Donc on peignait pour que l'acoustique, à l'endroit où l'acoustique était la meilleure, où la musique puisse résonner, où les arts puissent se rassembler.